qui est donc chercheur en philosophie des sciences, avait pour mission de faire un état de l'art des dispositifs, que ce soit au niveau de la recherche, des dispositifs eux-mêmes ou des dispositifs de formation mis en place dans l'ensemble des établissements qui sont membres de la communauté universitaire de Lyon, l'Université de Lyon. Donc ce travail était en cours, était porté en quelque sorte par le service sciences et sociétés, avec le parti pris de dire l'éthique n'est pas qu'une affaire de spécialistes, hein, c'est aussi un enjeu citoyen, et ça peut tout à fait s'inscrire dans ce genre de service transversal, hein, de lien entre la recherche et la société civile. Donc tout ce travail a été fait pendant plusieurs mois, grâce aussi à un comité de pilotage dont vous trouverez ici les membres, hein, qui sont donc des spécialistes ou des praticiens de ce genre de dispositif sur le territoire. Alors l'enjeu aujourd'hui, il est celui de présenter, de rendre public déjà ce travail exemplaire, hein, vous verrez vraiment quelque chose de méticuleux. Je tiens à souligner la qualité du travail de Léo Koutelek. Hein, c'est vraiment important, qui vraiment a fait un travail d'écoute, de repérage, et aussi de proposition, de vision. À la fin de cet inventaire, il nous propose des choses, et notamment pour l'Université de Lyon, pour qu'il y ait une dynamique éthique plus forte, coordonnée, qui a un réel impact pour l'Université de Lyon. Donc l'enjeu à ce jour est de discuter son analyse et ses propositions. Alors je sais qu'on aurait souhaité que ce travail de chercheur donne lieu tout de suite à une décision politique, hein, que tout de suite on ait un soutien politique et que voilà, l'éthique soit dans le projet scientifique de l'Université de Lyon. Les choses sont toujours un peu plus compliquées. Et l'enjeu, justement, aujourd'hui, c'est ce travail d'auteur, qu'il soit partagé collectivement, et qu'à la fin, on se dise qu'est-ce que, collectivement, on souhaiterait être mis en place au niveau des établissements qui constituent l'Université de Lyon. Pour cela, donc, nous avons 3 séances dans l'après-midi. Nous avons Léo Koutelek qui va présenter tranquillement son rapport, qu'on prenne le temps un petit peu de comprendre ses analyses. Ensuite, nous avons souhaité avoir des regards un peu extérieurs. Qu'est-ce qui est mis en place dans d'autres établissements, dans d'autres communes ou à l'étranger? Donc nous aurons la présence de Michel Leduc, qui viendra rendre compte de qu'est-ce qui a été mis en œuvre au niveau du CNRS, hein, en tant que présidente du comité d'éthique, le COMETS. Nous aurons la parole de Anne Cambon-Thomsen, qui va nous rendre compte de qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui est en cours, ou quels sont les enjeux ou les questionnements au niveau de l'Université de Toulouse. Anne Cambon-Thomsen est directrice de recherche CNRS INSERM, Université de Toulouse 3, Paul Sabatier. Et puis enfin, nous avons la chance d'avoir une Québécoise parmi nous qui va pouvoir nous rendre compte un petit peu de comment cette question éthique est prise en charge au niveau du Québec. Est-ce qu'ils sont en avance? Est-ce qu'ils le prennent très au sérieux? Francine est directrice des relations avec la collectivité, École de technologie supérieure de Montréal, et elle pourra nous rendre compte un petit peu de comment... Est-ce qu'il y a une approche française un peu, hein, dans ce questionnement-là, comment elle le voit elle, et qu'est-ce qu'elle peut mettre en place déjà au niveau de son école, déjà à son niveau avec les collectivités territoriales. Après un petit peu ce regard un peu de qu'est-ce qui se fait ailleurs, on va se recentrer, et là on aura donc une discussion avec des Lyonnais, hein, donc Sylvie Alouche, maître de conférences en philosophie, laboratoire de biologie générale, épistémologie et éthique des sciences à l'Institut catholique de Lyon, avec la présence de Sarah Carvalho, maître de conférences en philosophie, École centrale de Lyon, Pierre Cornu, professeur en histoire contemporaine, Université Lumière Lyon 2, Humbert de Fréminville, médecin, laboratoire, santé, individu, société, faculté de médecine, l'ANEC, et enfin Anne Morales, maître de conférences en physiologie, présidente du comité d'éthique en expérimentation animale, Université Claude Bernard Lyon 1. L'enjeu ensuite, dans cette dernière partie, c'est de discuter l'analyse de Léo, comment les gens se situent par rapport à ça, quels sont les points que les gens partagent, ou au contraire une autre approche, et enfin de discuter les propositions. Et qu'est-ce qu'on voudrait proposer à notre gouvernance en disant, voilà, qu'est-ce que nous, collectivement, avec nos différents regards, nos différentes spécialités,
on aimerait que l'Université de Lyon porte dans les années à venir. C'est un travail qui est forcément, qui demande du temps, mais c'est un moment charnière, nous sommes à un moment important. L'Université de Lyon a construit la maison, maintenant, il a fallu du temps, mais c'est une structure administrative complexe qui a demandé du temps. La question de l'éthique doit-elle faire partie de son projet scientifique, hein, donc c'est ce qu'on va voir un peu ensemble. Et aussi, nous sommes à un moment où nous allons être dans l'écriture d'un nouvel IDEX, hein, donc, est-ce que ce n'est pas le moment où on peut encourager les gens qui travaillent sur ce nouvel IDEX à intégrer une dimension éthique dans leur programme? Bon, je vais vous faire une présentation de mon travail, qui a été un travail d'abord d'enquête, puis ensuite d'analyse, hein, mais aussi de rencontre. Voilà, je remercie à cette occasion toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai pu discuter et qui m'ont permis de comprendre un certain nombre de choses sur la place de l'éthique. Voilà. Donc ce rapport, je l'ai intitulé les paysages de l'éthique. Alors la question est si l'éthique était un paysage. Alors pourquoi cette image du paysage, c'est pas simplement une figure de style, c'est que le thème du paysage est assez intéressant pour penser l'éthique, et vous allez comprendre dans mon propos pourquoi j'ai choisi cette image. Un paysage, c'est quelque chose d'abord qui est très hétérogène, hein, il y a une forte hétérogénéité, notamment dans la pensée contemporaine du paysage. Tous les couples de contraires s'y retrouvent. Le paysage, c'est aussi un paysage humain, écologique, biologique, géologique. Donc il y a une forme d'hétérogénéité assez radicale dans un paysage, et je crois que cette hétérogénéité, elle est aussi dans l'éthique. Le paysage, c'est des liens, c'est des ponts aussi, hein, par rapport à un paysage, on ne peut pas vraiment en avoir une limite, ses contours sont indéterminés. Et je crois que l'éthique aussi, un des enjeux, c'est ne pas lui mettre trop de limites et de penser sa visée progressive et évolutive. Voilà, donc ce que j'ai essayé d'adopter comme posture, c'est de considérer que l'éthique était finalement voilà, une forme de paysage. Alors, ensuite, il faut se poser, une fois qu'on a adopté cette posture, il faut se poser une question. Finalement, qu'est-ce que peut l'éthique ? Parce que nous avons la morale, parce que nous avons le droit, parce que nous avons la politique. Que peut l'éthique par rapport à ces autres dimensions ? Et donc là, voilà, la particularité du raisonnement éthique, il faut qu'on la pose, hein, pour pas qu'il y ait de biais de départ, sans la contenir trop. Et j'aime bien, pour la définir, reprendre une phrase de Didier Sicard, qui, comme vous le savez, a été un président de comité consultatif national d'éthique très remarquable et très remarqué avant Jean-Claude Amessen. Didier Sicard, face aux étudiants, disait la phrase suivante: pour distinguer l'éthique et la morale, vous pouvez considérer que la morale, ce sont les questions avant les réponses, et que l'éthique, ce sont des questions qui n'attendent pas forcément de réponse. Voilà. C'était aussi une distinction que faisait Paul Ricoeur entre la morale et l'éthique, considérant la morale plutôt comme un ensemble de normes et l'éthique plutôt comme une visée indéterminée, quelque chose qui était plus de l'ordre du questionnement. Alors vous comprenez bien que quand on dit ça, ça ne veut pas dire que l'éthique remplace la morale. La morale est bien entendu un matériau, quelque chose qui va être pris en considération dans une démarche de questionnement que l'on va appeler éthique, et dont le but, et là j'aime bien cette formule de Miguel Benazayac, dont le but sera finalement de nous permettre de comprendre les possibles, les dimensions et les territoires de notre existence. Voilà. Je pense que l'éthique, le rôle que l'éthique a, c'est d'essayer de comprendre notre monde dans toutes ses dimensions, dans toute son hétérogénéité, avec la particularité par rapport à d'autres disciplines comme la sociologie, la philosophie, l'anthropologie, avec la particularité d'avoir un focus sur les valeurs et les finalités. Voilà, ce qui va être une des spécificités de l'éthique, c'est d'apporter un éclairage sur ces deux éléments, ce que l'on appelle dans le jargon philosophique la dimension axiologique et la dimension téléologique, c'est-à-dire les finalités et les fins. Voilà, toujours se rappeler ça, que l'éthique, c'est quand même une réflexion sur les finalités et les fins, mais dans une démarche de questionnement. Voilà.
Donc l'éthique a un espace finalement pas très bien identifié, mais a un espace qui se construit tous les jours. Et cet espace, il est très hétérogène, hein. Comme je l'ai dit, et c'est l'image du paysage, il y a une forte diversité au sein de l'éthique, une diversité qui s'exprime selon des objets. Voilà, on ne parle pas tous de la même chose, hein. On parle de l'homme, on parle de l'animal, on parle de l'environnement, on parle de la société. L'éthique traite de plusieurs objets. On parle de la science, de la recherche scientifique, hein, et au sein de la science et de la recherche scientifique, d'une multiplicité d'objets, une diversité de méthodes, ça on va voir aussi, hein, on a une diversité de méthodes en éthique. On peut avoir une éthique très théorique, on peut avoir une éthique très principielle, par les principes, une éthique aussi qui est plus concrète, plus de terrain. Voilà, on a différentes façons de faire vivre l'éthique. Les enjeux sont aussi assez divers, que l'on se situe au niveau d'un comité qui doit prendre une décision, évaluer un protocole de recherche, qu'on se situe dans un espace de réflexion ouvert, dans un café éthique, on n'a pas les mêmes enjeux, hein, qui sont en présence. Et puis une diversité de lieux. La question du lieu va être très important dans mon propos. Je crois que l'éthique a besoin d'être incarnée. Voilà. L'éthique a besoin d'être incarnée. La question des lieux, je crois, est fondamentale. La question du temps aussi, j'aborderai également cette question. Voilà. Alors le plan de ma présentation a rien d'original. Je vais d'abord faire donc état de mon travail d'enquête sur la place de l'éthique au sein de l'Université de Lyon. Je ne vais pas y passer trop de temps. Tout le détail est dans le rapport et j'allais dire c'est pas l'enjeu véritablement de cette présentation de détailler comme ça l'enquête. Je vais brosser de façon générale les choses. Ensuite, donc, j'essaierai d'en retirer quelques constats. Et puis surtout, et ce sera, j'allais dire, le cœur de mon intervention, je vais vous proposer quelques perspectives, quelques propositions qui sont dans ce rapport que je vais expliquer ici. Alors l'état des lieux, j'ai choisi de l'organiser selon 5 thématiques, qui sont 5 domaines de l'éthique. Bon, c'est un parti pris, hein, méthodologique. J'aurais pu avoir une autre approche. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle me semblait montrer la diversité de l'éthique et c'est aussi comme ça que l'éthique s'exprime actuellement au sein de l'Université de Lyon et plus largement. Donc selon 5 approches, l'éthique de la recherche, l'éthique de l'expérimentation animale, l'éthique biomédicale, l'éthique économique et sociale et enfin ce que j'appelle l'éthique de la responsabilité sociale, qui est une dimension un peu plus prospective. Bon, l'éthique de la recherche, on peut adopter trois approches pour essayer de l'appréhender. Une approche déontologique, ici on parlera plus d'intégrité scientifique, d'intégrité de la recherche. Une approche plus épistémologique, c'est ce que l'on appelle habituellement l'éthique scientifique. Et une approche plus appliquée, qui est surtout une éthique de la recherche technologique, de la recherche appliquée. À ce propos, il y a un livre qui est sorti cette semaine, qui sont les actes d'un colloque qui a eu lieu à l'Institut catholique fin 2013 sur l'éthique des technologies du vivant. Voilà, on est typiquement dans cette dimension-là, dans l'éthique de la recherche technologique et de développement et de l'innovation. Alors, ces 3 approches, elles ont toutes les 3 un intérêt qui est majeur. Le constat que je fais, c'est que c'est surtout la première qui domine les débats, l'approche déontologique, et notamment l'approche par l'intégrité de la science. Donc c'est celle-ci que je vais surtout détailler, puisque c'est celle-ci majoritairement qui est présente dans les débats au niveau national, international et aussi au niveau du territoire. Donc l'approche déontologique, ce qu'on appelle l'intégrité scientifique, vous avez ici une définition de Étienne Vergès, hein, qui est professeur de droit à Grenoble, à l'université de Grenoble. Donc une démarche scientifique est qualifiée d'intègre si le chercheur, hein, le scientifique, se conforme à un certain nombre de règles, à un certain nombre de codes, code déontologique du chercheur. Donc c'est une définition qui est assez précise et qui en principe s'aborde surtout en négatif, c'est-à-dire que sera considérée comme intègre une démarche de recherche qui évitera
les manquements à l'intégrité. Donc vous voyez que c'est une démarche surtout voilà, de vigilance, surtout avec un a priori sur les manquements, et on l'aborde en principe voilà, selon ces quelques thèmes, la fraude, la falsification, le plagiat, la rétention de données, l'usage abusif de résultats et puis les conflits d'intérêts. Donc il y a, par rapport à cette question-là, un certain nombre de choses qui se passent au niveau international. Ce n'est pas du tout exhaustif, il y a des choses plus complètes dans le rapport, mais voilà, je signale un certain nombre de dispositifs, et notamment un qui me paraît exemplaire, qui est l'énoncé politique des 3 conseils au Canada, hein, avec notamment un comité d'éthique de la recherche qui va agir pour toutes les disciplines, notamment les disciplines en SHS, et toutes les disciplines qui, d'une façon ou d'une autre, vont impliquer la personne humaine. Voilà. Donc, ce qui veut dire quelque chose d'assez large, et on y reviendra après. C'est quelque chose aussi qui est en train de se mettre en place au niveau français, avec l'application de la loi Jardé, on y reviendra. Bon, aux États-Unis, il y a un office gouvernemental qui travaille sur l'intégrité de la recherche depuis 1992, hein, donc ils sont très avancés sur ces questions-là, qui font un gros travail d'enquête, de cas aussi. Hein. Vous pouvez aller sur le site de l'ORI et vous verrez qu'il y a des cas qui sont présentés et auxquels vous pouvez répondre, essayer de réfléchir avec vos étudiants, avec les collègues, des cas d'études sur l'intégrité scientifique, par exemple sur le placement des auteurs pour une publication scientifique, des partenariats publics-privés, comment se comporter de façon intègre dans ces situations-là. C'est assez intéressant. L'Europe aussi, l'Europe met en place des choses, essaye de faire la promotion de l'intégrité scientifique. Voilà. En 2010, ils ont rendu un rapport voilà, pour essayer de favoriser cette question-là au niveau des États membres, avec notamment des grandes lignes pour un code de conduite responsable en recherche, qui a probablement été à l'origine justement de la réflexion de la Commission européenne dans le cadre du projet H2020 sur tout ce qui est responsabilité de la recherche. Voilà. Et puis à noter, très important, Madame Leduc pourra probablement revenir là-dessus, puisque le comité d'éthique du CNRS y a participé activement. Les conférences internationales sur l'intégrité en recherche, il y en a eu 3 actuellement, hein, à Lisbonne en 2007, à Singapour en 2010 et puis à Montréal en 2013, qui sont au niveau international des moments assez importants, semble-t-il, même s'ils sont dominés beaucoup par l'approche américaine, qui est une approche sur le manquement à l'intégrité, hein, surtout sur le plagiat et la falsification, mais ce sont tout de même des choses qui sont intéressantes. Avec une déclaration qui est en annexe, en tout cas pour une partie du rapport que vous pourrez consulter, qu'on appelle la déclaration de Singapour, qui fixe un certain nombre de principes et de recommandations. Alors au niveau national, il y a 2 avis du COMET du CNRS, je ne vais pas les détailler puisqu'on a la présidente qui pourra nous en faire part ensuite. 2 avis qui ont marqué une prise de conscience, au niveau en tout cas de l'un des plus grands organismes de recherche en France, de l'importance de cette question de l'éthique de la recherche. Hein. Donc l'avis de 2012 sur la nécessité d'une mise en place au CNRS de procédures en vue de promouvoir l'intégrité en recherche, dans un résumé dont la synthèse est en annexe du rapport, mais que je vous invite à lire dans sa globalité, puisqu'il est assez intéressant. L'avis de 2014, qui est plus récent, qui me semble lui aussi marquer un point fondamental, qui est une prise de conscience que l'intégrité en recherche ne peut se penser sans réfléchir aux conditions de la production scientifique, et notamment à l'exercice du métier de chercheur. Et donc, on commence à comprendre que l'erreur, le plagiat, la falsification, les conflits d'intérêts ont des causes, et il y a des conditions finalement à ces manquements à l'intégrité scientifique sur lesquels il faut réfléchir, discuter. Voilà. Et cet avis, je crois, est assez intéressant puisqu'il remet ça dans le contexte actuel de la mutation du paysage de la recherche pour montrer qu'aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité de réfléchir à ces questions. Voilà, d'autres exemples au niveau national de dynamique. Il y a des comités d'éthique au sein de l'INSERM, de l'IRD, de l'INRA, hein, qui font un travail aussi assez important, très intéressant, sur la question de l'éthique de la recherche. Avec quelques formations, on y reviendra. Alors, sur l'Université de Lyon, en formation, il n'existe pas grand-chose hein, en éthique de la recherche.
un point que je voudrais marquer et faire remarquer, c'est qu'il n'existe plus depuis 2012 de formation doctorale sur la question de l'éthique de la recherche dans un sens large, mais il n'en existe pas dans un sens restreint qui est celui de la déontologie non plus. Donc les 900 docteurs qui sortent chaque année de l'Université de Lyon n'ont, pour la plupart, jamais entendu parler d'éthique de la recherche. Sinon, dans quelques disciplines où il y a des modules particuliers, notamment en psychologie sociale, ou sur le travail d'enquête, on avertit un petit peu les étudiants, et également en médecine, mais de façon globale, il n'y a pas de formation doctorale au sein de l'Université de Lyon, plus, puisqu'il en existait une, optionnelle, jusqu'en 2012, qui était notamment coordonnée par Olivier Gondrillon, qui est un biologiste de l'Université de Lyon. Voilà, donc deux autres formations aussi qui sont sur l'éthique de la recherche, qui sont en fait des modules. Un module au sein du master biosciences de l'ENS Lyon, qui s'appelle Sciences et société, éthique et communication scientifique, et puis un module à l'INSA de Lyon en 3e et 4e année, toujours en département biosciences. Sur l'éthique de la recherche stricto sensu, bon, il existe des choses, mais c'est pas véritablement ce que l'on attendrait au sein de l'Université de Lyon. Au niveau de la recherche, j'allais dire, c'est encore un petit peu plus faible, tenu, ce qu'il existe, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui au sein de l'Université de Lyon de recherche spécifique sur ces questions-là, en tout cas organisée. Il y a des individus qui travaillent cette question de l'éthique de la recherche, mais il n'y a pas de laboratoire ni d'équipe. Sinon, je signale l'axe qui est un axe épistémologie et éthique des sciences au sein du laboratoire de biologie générale, au sein de l'Institut catholique de Lyon, sous la responsabilité de Thierry Magnin. Et Sylvie Alouche pourra intervenir tout à l'heure pour en parler. Alors au niveau des dispositifs traitant spécifiquement de l'éthique de la recherche, parce qu'il y a d'autres dispositifs, mais traitant de l'éthique de la recherche, il en existe un, qui est la journée annuelle d'éthique de l'INSA de Lyon, qui existe depuis, me semble-t-il, maintenant 15 ans, et qui traite spécifiquement des questions d'éthique de la recherche avec les étudiants et avec le personnel des départements biosciences et du Centre des humanités de l'INSA de Lyon. Voilà. Donc, au niveau de l'éthique biomédicale, ce qu'on va appeler l'éthique biomédicale, c'est assez large. C'est tout ce qui va être les questions d'éthique suscitées par la recherche biomédicale, par la recherche clinique, par la pratique de soins. Donc vous voyez que c'est déjà quelque chose d'assez complet. Donc sous ce terme d'éthique biomédicale, même si le terme on pourrait discuter, on a l'éthique en santé, l'éthique du soin, l'éthique clinique, l'éthique médicale, tout ce qui va traiter autour de la santé et du soin. Question de la santé et du soin. Alors ici, au niveau de la formation, il y a beaucoup plus de choses, puisqu'il existe un Master 2 complet là-dessus, au niveau de Lyon 3 et de Lyon 1, sur une cohabilitation Lyon 3-Lyon 1. Il existe un DIU, un diplôme interuniversitaire, sur cette question-là. Et puis il y a les UE du parcours en première année de médecine. Au niveau recherche, nous avons 3 laboratoires qui se positionnent au niveau de l'Université de Lyon sur l'éthique biomédicale, l'éthique en santé. Le premier, le plus important, c'est le CIS, le laboratoire santé, individu et société, qui est un laboratoire inter-établissement, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, avec Saint-Étienne également, et les hospices civils de Lyon. Il y a le CIE, le Centre interdisciplinaire d'éthique de l'Institut catholique de Lyon aussi, c'est une petite équipe, mais il travaille les questions de bioéthique et d'éthique en santé. Et puis il y a un axe au sein de l'IRFIL, à Lyon 3, qui traite de l'éthique et des politiques des sociétés contemporaines, voilà, avec une dimension santé. Au niveau des dispositifs dans ce domaine de l'éthique biomédicale, il en existe 3 principaux. Le premier, c'est l'espace éthique Rhône-Alpes. Alors, les espaces éthiques régionaux, ce sont des dispositifs réglementaires qui ont été actés notamment dans la loi de 2004, dans la loi relative à la bioéthique de 2004, mais qui ont pris véritablement naissance avec l'arrêté de 2012 qui leur ont donné des moyens. Donc il existe aujourd'hui en France, dans chaque région, des espaces éthiques dont la mission est de promouvoir la formation
auprès des étudiants, mais aussi des praticiens et du personnel universitaire en éthique biomédicale, de faire aussi du réseau et de la communication autour des questions d'éthique. Donc il existe en Rhône-Alpes un espace éthique qui a été créé en 2009 et qui est coordonné aujourd'hui par François Chapuis. Il existe également de façon plus ancienne que les espaces éthiques, les comités d'éthique des CHU. À Lyon, le comité d'éthique du CHU de Lyon, dirigé par le professeur Guérin, existe depuis 1985, hein, donc c'est des choses qui sont assez anciennes, dont on a aujourd'hui du mal à positionner véritablement les missions par rapport au CPP et à l'espace éthique Rhône-Alpes. Toujours est-il que c'est des espaces de discussion et de réflexion sur la pratique de soins, peut-être de façon beaucoup plus concrète, et sur tout questionnement éthique qui ne peut pas être pris en charge par les CPP, qui eux vont traiter véritablement d'avis, de protocoles de recherche clinique assez précis, alors que le comité d'éthique du CHU peut recevoir des questions qui sont plus larges et qui appellent à une réflexion peut-être plus profonde. Voilà. Que les CPP, donc les comités de protection des personnes, il en existe 6, je crois, quelque chose comme ça, dans le sud-est, puisque c'est divisé en grandes régions. Mais Humbert de Frémonville pourra en parler mieux que moi. Voilà, donc au niveau de l'éthique biomédicale, il existe pas mal de choses, mais je vais avancer, parce qu'après, dans les constats, j'en dirai plus sur la façon d'articuler tout ça et de comprendre ce qui manque et ce qu'on peut faire de mieux. Alors une troisième dimension, c'est l'éthique de l'expérimentation animale. Alors l'éthique de l'expérimentation animale, c'est quelque chose qui prend aussi beaucoup d'importance aujourd'hui. Ça va être une partie de la réflexion de l'éthique animale, hein, donc toute la réflexion globale sur la considération morale, considération éthique de l'animal, hein, quel qu'il soit. L'éthique animale, c'est pas simplement l'animal domestique ou l'animal en recherche, c'est l'animal dans sa globalité. Et dans cette réflexion sur l'éthique animale, se développe aujourd'hui beaucoup de dispositifs autour de l'éthique de l'expérimentation animale, donc l'usage de l'animal au sein des protocoles de recherche. Voilà. Cette éthique de l'expérimentation animale, tout comme l'éthique biomédicale, est aujourd'hui assez cadrée d'un point de vue réglementaire. Il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui poussent à mettre en place un encadrement éthique des pratiques de recherche utilisant l'animal, et notamment depuis donc février 2013, tous les établissements de recherche utilisant l'animal à des fins scientifiques ont l'obligation de soumettre leur protocole à un comité éthique. Voilà. Comité éthique de l'expérimentation animale. Donc aujourd'hui, vous avez des comités d'éthique de l'expérimentation animale dans tous les centres de recherche utilisant l'animal à des fins scientifiques. Alors au niveau formation, on a beaucoup de choses tout de même en éthique de l'expérimentation animale, même si les proportions ici parfois sont un peu faibles. Voilà, dans chacune de ces UE, vous avez le détail dans le rapport, mais des fois pèse pas grand-chose dans le master dont il est question. Mais il existe tout de même des formations à destination soit des futurs praticiens, des futurs techniciens de l'expérimentation animale, soit des formations plus générales, hein, comme le master écologie-éthologie de l'UJM, qui là va traiter la question de l'animal d'un point de vue plus global. Au niveau des dispositifs, donc comme je le disais, il y a des comités. Il y en a 6 à l'échelle de l'Université de Lyon. Ici, j'en ai répertorié 4. C'est 4 que j'ai beaucoup plus détaillés dans le rapport. Il y aura Anne Morales tout à l'heure qui interviendra au nom qui est présidente du comité d'éthique en expérimentation animale de Lyon 1, qui pourra en dire plus sur cette dimension-là. Alors au niveau de l'éthique économique et sociale, c'est un champ qui lui est assez large, dont les contours sont beaucoup moins faciles à identifier que l'éthique biomédicale et l'éthique de l'expérimentation animale. Voilà, derrière le champ de l'éthique économique et sociale, on pourra mettre toutes les questions qui traitent de l'innovation, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, du travail, voilà, la question du développement, de la justice sociale,
Voilà, j'ai tenté une définition un peu générique. Ça sera toutes les réflexions sur les valeurs et les finalités des problématiques touchant le champ assez large de l'économique et du social directement. Alors vous allez voir que bien entendu on peut mettre tout là, dans l'éthique économique et sociale. Oui, c'est vrai. Et par contre, ce ne sera pas le grand intégrateur. Le grand intégrateur sera plutôt, si je puis parler comme ça, sera plutôt la responsabilité sociale. Mais l'éthique économique et sociale étant une dimension très importante de la responsabilité sociale. Alors nous avons quelques références à l'étranger qui sont assez intéressantes. Bien entendu, la chaire Hoover, Hoover de Louvain, de l'Université catholique de Louvain, qui a fait un travail depuis 1991 très important dans le domaine de l'éthique économique et sociale, que vous pouvez d'ailleurs aller consulter, puisqu'il y a un certain nombre de... Enfin, il y a beaucoup de publications qui sont en ligne sur leur site et qui sont très intéressantes. Et puis à Montréal, on a le centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, vous pourrez en parler, qui fait un travail aussi assez remarquable sur le traitement transversal des problématiques éthiques en intégrant ces dimensions économiques et sociales, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine également de la recherche. Alors, au niveau de la formation au sein de l'Université de Lyon, on a quelques formations qui traitent, qu'on pourrait intégrer un petit peu dans ce domaine de l'éthique économique et sociale. La principale et la plus remarquable, me semble-t-il, c'est le Master Pro Éthique et Développement Durable de l'Université de Lyon 3, qui est un Master 2 Pro qui réunit chaque année une promo d'une vingtaine d'étudiants, pour la plupart non, dans un certain nombre sont en formation professionnelle, hein, ce sont des praticiens qui viennent faire ce master-là, et qui lui va traiter ce master plus des questions d'éthique et de développement durable, voilà, les questions éthique et écologie, mais qui va aussi aborder la question du management, la question de la gestion plus largement. Alors on a nouvellement créé un master 1 et 2 qui s'appelle Philosophie et Management au sein de l'Institut catholique de Lyon. On a peu de recul encore, puisqu'il a été créé l'année dernière, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Et puis ensuite, on a un DU, un Master Pro sur la question de l'économie sociale et solidaire, de la responsabilité sociale des organisations, où le questionnement éthique n'est pas direct, mais il est sous-entendu. Au niveau recherche, on n'a pas énormément de choses sur ces questions-là. On peut tout de même signaler au sein de l'IAE de Lyon 3 un axe de recherche qui traite directement de la responsabilité sociale des organisations. Au sein de Lyon 2 a été créée une chaire avec un certain nombre de partenaires industriels et associatifs autour de l'économie sociale et solidaire. Et puis, au niveau de Saint-Étienne, il y a un centre de recherche critique sur le droit qui traite aussi des questions d'éthique économique et sociale. Au niveau du dispositif, j'ai identifié 3 dispositifs qui étaient intéressants et qui traitent directement de la question de l'éthique économique et sociale. Une association qui a un lien assez étroit avec l'université, qui s'appelle l'ALES, l'Association lyonnaise d'éthique économique et sociale, qui intervient notamment en organisant des déjeuners, débats éthiques sur des sujets liés à l'engagement, au bénévolat, mais aussi au travail, à l'entreprise, à l'économie, toujours sous un angle éthique. Il y a récemment créé les ateliers de l'entrepreneuriat humaniste, hein, qui est une association qui a été créée par Habitat et Humanisme, l'association Habitat et Humanisme et l'Institut catholique de Lyon. Et puis nous avons les cafés éthiques de l'École centrale de Lyon, qui est un dispositif porté notamment par Sarah Carvalho, qui pourra en parler mieux que moi, qui essaye de traiter aussi cette question de l'éthique globalement, traitant des sujets par exemple comme la recherche industrielle, comme les OGM, comme le nucléaire, d'un point de vue éthique. Voilà. Et donc qui est ouvert aux étudiants de l'école centrale, mais plus largement aussi, me semble-t-il. Voilà, donc ces quatre sphères identifiées, j'ai voulu en faire émerger une 5e que j'ai appelée éthique et responsabilité sociale. Éthique et responsabilité sociale, alors pourquoi ? C'est parce qu'il y a un mouvement autour de la responsabilité sociale qui me semble très intéressant à prendre en compte dans notre discussion sur la façon de rendre l'éthique transversale au niveau de l'Université de Lyon. Donc la responsabilité sociale de la recherche, des universités, des scientifiques, des ingénieurs, a notamment pris corps dans un certain nombre d'initiatives. Dans le rapport, vous aurez le détail.
Je cite la déclaration de Talloires parce que son contenu me semble intéressant, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui a beaucoup été diffusé dans la communauté scientifique. Alors, il se trouve que Talloires, c'est en France, c'est pas parce que c'est la France qui a été à l'initiative, mais c'est parce qu'il y a à Talloires une branche d'université américaine qui a des établissements là-bas. Donc la déclaration de Talloires était finalement une sorte de plaidoyer pour que l'université, dans sa dimension enseignement supérieur et recherche, reconnaisse son rôle citoyen, son rôle dans la société et notamment auprès des communautés dans lesquelles elle est inscrite et sur son territoire. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à lire, qui prend corps d'une certaine façon aussi, comme l'a dit Florence, au niveau de l'Europe, dans tous les programmes H2020 actuellement qui intègrent la dimension de recherche et d'innovation responsable, avec l'éthique, effectivement, qui est une dimension importante, parmi d'autres, de la responsabilité de la recherche et de l'innovation. Alors, vous allez voir que je prends un peu à contre-pied, finalement, cette vision-là, même si, à mon avis, il y a des complémentarités, mais en disant que l'éthique, ce n'est pas une dimension parmi d'autres de la responsabilité, mais c'est son fondement. C'est le fondement de la responsabilité sociale. L'éthique étant transversale, va permettre d'appuyer la responsabilité sociale dans toutes les dimensions que j'ai précédemment citées. Mais c'est très intéressant de voir que l'Europe, tout de même, s'engage sur ces questions-là et qu'il y ait possibilité d'avoir des programmes de recherche financés sur la responsabilité, ce qui est tout de même une belle avancée. Alors au niveau français, a été créé en 2012 ce que l'on appelle l'ORSU. L'ORSU, c'est l'Observatoire pour la responsabilité sociétale des universités, qui a été co-créé par la FEV. Donc la FEV, c'est une fondation pour des étudiants dans la ville, où les étudiants s'engagent de différentes façons. Co-créé par la FEV, par l'UNICEF, et puis en partenariat avec la CPU, l'Association des régions de France. Alors juste peut-être un point de vocabulaire. Pourquoi sociétal alors que le concept c'est responsabilité sociale? Alors je crois que le débat il est ouvert et on pourra l'avoir. Il me semble que c'est une réduction du concept de responsabilité sociale que de parler de responsabilité sociétale, puisque le concept de responsabilité sociale est en fait le résultat d'une mutation du concept de responsabilité qui habituellement est considéré plutôt comme une responsabilité pour faute et individuelle, alors que la responsabilité sociale c'est plutôt une responsabilité non pas pour nos actes passés, mais pour nos impacts potentiels, futurs. Donc c'est une responsabilité prospective, et elle n'est plus individuelle, elle est collective. Voilà. Donc le mot social, accroché à responsabilité, a un sens. Quand on met responsabilité sociétale, ça veut dire que c'est une responsabilité qui finalement a restreint son champ à des enjeux de société. Et donc ça veut dire que la responsabilité vise un objet, alors que la responsabilité sociale, c'est plutôt la définition d'une démarche, d'une posture dans l'objet, peut-être la société, l'environnement, l'animal, tout un tas de choses. Donc ici, il y a un point de vocabulaire, le débat est ouvert avec l'ORSU. Je n'ai pas pu savoir pourquoi ils avaient utilisé sociétal, peut-être pour un effet de mode, mais en tout cas, il me semble que ce n'est pas une bonne formulation. Donc nous garderons pour les propositions responsabilité sociale. Toujours est-il que c'est très intéressant cette initiative de l'ORSU, puisqu'elle a permis, cette initiative, de générer un certain nombre d'écrits et d'initiatives, d'enquêtes, qui ont montré comment déjà aujourd'hui les universités pouvaient avoir une forme de responsabilité sociale. L'ORSU définissant la responsabilité qu'ils appellent sociétale, principalement selon 3 axes: l'engagement des étudiants dans la vie universitaire, l'impact territorial de l'université, et la question du développement durable. Donc c'est ce qu'il y a sur cette diapositive, et c'est le contenu un peu du manifeste pour des universités ouvertes sur leur territoire de 2012, qui est en annexe du rapport. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'il faut être vigilant à ne pas réduire le concept de responsabilité sociale des universités à ces 3 dimensions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce serait sinon qu'un vernissage de choses qui existent déjà. Le plan vert a été décidé à la suite du Grenelle 1 et acté par la CPU. C'est des choses qui existent. C'est essayer d'aménager les campus dans une dynamique de développement durable.
l'engagement étudiant, c'est quelque chose qui est très ancien. Les associations étudiantes, la présence des étudiants dans les conseils centraux, etc., ce sont des choses qui existent déjà. L'impact territorial des universités, quelque chose qui est un peu moins développé, donc c'est une dimension qu'il va falloir prendre en compte, mais ce n'est pas toute la responsabilité sociale non plus. Voilà. Donc, au niveau de la définition de la RSU à la façon Orsu et CPU aussi, on va prendre en compte cette définition-là, mais en essayant finalement de lui donner une dimension un petit peu plus large, un peu plus de profondeur et d'épaisseur. Pour que la RSU ne soit pas simplement le vernissage d'actions qui existent déjà, tout simplement. C'est pas que ce qui existe déjà est pas bien, au contraire. Alors au niveau de Lyon, de l'Université de Lyon, bon, la dynamique autour de la RSU il n'y en a pas, hein. Il n'y a pas véritablement de dynamique actuellement au niveau de la RSU, il n'y a pas de politique structurante, ça ne fait pas partie des missions, ça ne fait pas partie des visions. Par contre, il y a quelques indices politiques qui nous font dire que c'est quelque chose qui pourrait être fédérateur. Alors, les quelques indices, vous les avez en annexe de ce rapport, puisqu'il y a un certain nombre de présidents et de directeurs d'établissements de l'Université de Lyon qui ont signé différents appels, notamment de l'Orsu, mais aussi l'appel Rio plus 20 pour l'enseignement supérieur et recherche, qui a été signé aussi par certains présidents de l'Université de Lyon, et dans lesquels il y avait au centre ce concept de responsabilité sociale des universités. Donc il y a ici tout de même une forme de perspective pour l'Université de Lyon au sein de la RSU, et tout l'enjeu des propositions que je vais faire après, c'est de faire de justement ce concept le concept qui va permettre de donner à l'éthique une forme concrète. Donc voilà un petit peu pour l'état des lieux. Hein. Je vous avais dit que je brosserais ça rapidement, parce que tout le détail est dans le rapport, hein. Je ne vais pas m'étendre. Je vais prendre un peu plus peut-être de temps pour les propositions, et ce sera l'objet de la discussion. Les constats, j'en ai fait 5 par rapport à tout ça. 5 constats. Le premier, et je crois que c'est le plus important, alors que l'éthique, la réflexion éthique, sa particularité, c'est précisément de décloisonner les frontières disciplinaires, de décloisonner les objets, de permettre à la pensée d'élargir son spectre pour pouvoir traiter les questions dans leur ensemble. J'observe que la réflexion éthique actuellement est segmentée par rapport à des domaines disciplinaires, par rapport à des objets, et qu'il y a actuellement très peu de traitement transversal des questionnements éthiques. Voilà. Donc ça, c'est le premier constat que je fais, et il ne s'agit pas de dire qu'on va trouver des nouveaux objets qui permettraient la transversalité. Non, les objets actuels, prenons par exemple une problématique en santé, je ne sais pas, prenons par exemple les diagnostics précoces dans le domaine biomédical, cette question-là, bien évidemment, ne peut pas être traitée simplement d'un point de vue de l'éthique biomédicale. Ça engage des questions économiques, sociales, également environnementales. Ça engage aussi des questions sur l'expérimentation animale, quand il s'agit de faire de la recherche clinique utilisant l'animal. Et donc, je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que la réflexion éthique autour d'objets existants déjà puisse être beaucoup plus transversale, et donc beaucoup plus multidisciplinaire. Le deuxième constat que je fais, et celui-ci, je crois qu'il est aussi important, c'est que l'éthique est présente, structurée, lorsqu'il y a une incitation réglementaire. C'est le cas de l'éthique biomédicale et c'est le cas de l'éthique en expérimentation animale. Alors vous allez me dire, bon, bah oui, du coup c'est un peu forcé, hein, on force la main pour que l'éthique soit finalement présente. Je ne crois pas. Hein. Ce que l'on voit par exemple dans les comités d'éthique en expérimentation animale, c'est que les chercheurs, les enseignants-chercheurs, font plus que jouer le jeu. Ils prennent vraiment ça comme quelque chose d'important, ils le font bénévolement, et l'éthique dans ces domaines-là, bien qu'elle soit sous incitation réglementaire, c'est-à-dire qu'elle soit obligatoire, devient finalement tout de même une pratique, une dimension de la pratique de recherche. Mais toujours est-il que l'éthique est d'autant plus présente qu'il y a derrière des incitations réglementaires. Donc ceci, ça nous amène à dire que si l'on veut développer l'éthique de façon transversale et que l'on ne se contente pas simplement de l'éthique dans sa dimension procédurale, il faut une volonté politique.
Le troisième constat que j'ai fait, c'est qu'il existe véritablement des compétences et des initiatives dans le domaine très large que j'ai brossé de l'éthique au sein de l'Université de Lyon. C'est clair, nous avons des chercheurs qui sont très bien placés dans ces domaines de l'éthique, qui font des recherches remarquables, nous avons des formations, nous avons aussi des belles initiatives. J'ai cité le colloque Éthique des technologies du vivant, qui était un beau colloque avec des belles discussions, mais il n'y a pas de mutualisation, de dialogue, de lien entre toutes ces initiatives et entre tous ces chercheurs qui ne se connaissent pas, à l'échelle de l'Université de Lyon, qui se connaissent peu. Donc, ce qui fait que la visibilité du travail éthique, finalement, à l'échelle communautaire, finalement, il n'y en a pas. Et le cinquième constat, c'est que dans les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, j'ai ressenti le besoin d'avoir une politique cohérente. Une politique cohérente et structurée autour de l'éthique, et qui permettent justement d'avoir d'une part une visibilité, et puis une forme d'efficacité aussi dans l'action. Et là, je pense que le concept de responsabilité sociale est le bon fédérateur. Voilà, donc après cet état des lieux et ces constats que j'ai brossé rapidement, je fais un certain nombre de propositions, voilà, qui sont à discuter et bien entendu à faire évoluer. Avant de rentrer concrètement dans ces propositions, je voudrais dire qu'elles sont le résultat de trois intentions qui sont à la base de toute démarche de recherche ou d'enquête, et que je voudrais expliciter. La première intention, j'en ai déjà parlé, c'est de donner une place centrale à la question de la responsabilité sociale en l'armant à une forte réflexion éthique. Voilà, c'est-à-dire de ne pas faire de la responsabilité sociale ni le vernissage d'actions existantes déjà, ni un domaine parmi d'autres des missions de l'université, mais d'en faire finalement quelque chose de central et qui serait sous-entendu, c'est-à-dire auquel on donnerait corps véritablement grâce à l'éthique. L'éthique étant là pour alimenter le concept de responsabilité sociale. Donc ça, c'est une intention qui se ressent dans les propositions que j'ai faites. La deuxième, c'est qu'il me semble qu'il faut que l'on compose avec trois types de paysages de l'éthique qui sont actuellement un peu hermétiques les uns des autres, qu'on pourrait appeler l'éthique confinée, l'éthique embarquée et l'éthique impliquée. L'éthique confinée, ce sera l'éthique des comités d'éthique. L'éthique, c'est-à-dire qui va rester dans un cercle restreint où on va parler entre spécialistes de l'éthique. L'éthique embarquée, pour reprendre un terme de Nicolas Le Chaupier dans un de ses articles, ça va être l'éthique qui, elle, va être véritablement embarquée dans les processus de recherche, qui va faire partie prenante des processus de recherche. Et l'éthique impliquée, ça va être l'éthique qui, elle, va plutôt être une éthique décloisonnée et ouverte sur la société, impliquée dans son contexte, une éthique impliquée dans son contexte. Il me semble que ces trois paysages de l'éthique se recouvrent pas complètement et qu'il faut les faire dialoguer. On ne peut pas se contenter d'une éthique embarquée, on ne peut pas se contenter d'une éthique confinée, tout comme on ne peut pas se contenter d'une éthique impliquée, et l'idée là, ce serait de les penser ensemble. Voilà. Puis la troisième intention, c'est d'incarner tout ça dans un dispositif, parce qu'il me semble que sinon ça reste des belles paroles, et que derrière il faut mettre du concret et discuter très concrètement sur la faisabilité de tout ça par un dispositif. Donc c'est une prise de risque de présenter un dispositif, mais il me semblait essentiel de le faire, parce que sinon on discute sur des intentions, mais ça ne suffit pas. Voilà, bon, les enjeux, rapidement, les enjeux de ça, c'est de générer une dynamique de partage et de valorisation des initiatives des établissements au sein de l'Université de Lyon, c'est de répondre à des besoins non satisfaits, et puis d'un point de vue plus stratégique, c'est de positionner l'Université de Lyon à l'échelle régionale sur ces questions, mais aussi nationale et internationale. Donc ce dispositif que je présente, je l'ai dénommé Pierre-Sup pour plateforme interdisciplinaire d'éthique pour la responsabilité sociale des universités, tous ces mots ayant une importance. Donc c'est bien l'éthique pour la responsabilité sociale des universités, donc l'éthique dont la finalité serait de promouvoir la responsabilité sociale, et interdisciplinaire parce que la réflexion éthique ne peut être que transversale si on la pense dans ce cadre-là, et plateforme, ça, c'est sujet à discussion, mais parce que
plateforme, ça fait horizontal et que c'est bien qu'un projet comme ça soit soutenu par les établissements et ne soit pas une nouvelle structure parmi d'autres. Mais ce terme, il est à discuter. Alors, le projet de Pierre Su, il y a 2 axes principaux et 2 dispositifs transversaux. Le premier axe principal, ce serait de mettre en place un comité d'éthique de la recherche et de la responsabilité sociale. Alors, ce comité d'éthique ne serait pas un comité d'éthique classique dans le sens où il existe actuellement, et pour ce faire, je vais faire un petit détour pour expliquer actuellement les différents comités qui existent dans le paysage, pour montrer comment le comité d'éthique de la recherche et de la responsabilité sociale pourrait se positionner. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par une typologie qui a été construite par Étienne Vergès, que j'ai déjà cité. On peut distinguer 4 types de comités. 2 types de comités qui ont une activité normative générale. Et dans cette activité normative générale, donc on va distinguer une activité normative appliquée, qui sont 2 autres comités, on peut distinguer des comités chercheurs et des comités législateurs. Donc le comité chercheur a plutôt pour mission de susciter le débat, d'organiser des colloques et des conférences sur l'éthique scientifique et de sensibiliser la communauté à ces questions-là. Le comité législateur, lui, a plutôt pour fonction de créer des normes éthiques, mais de portée générale. Il ne répondra pas à une saisine, il ne sera pas appelé pour rendre un avis sur un cas particulier. Donc en France, on peut dire par exemple que le COMET, pour prendre cet exemple-là, ou le CCNE, sont des comités qui sont à la fois des comités chercheurs et législateurs, mais qui se rapprochent plus pour le CCNE de comité législateur et peut-être plus pour le COMET de comité chercheur. Alors ensuite, on a des comités ayant une activité normative appliquée. Donc là, comité normative appliqué, c'est-à-dire qui rendent des avis sur des cas concrets qui lui sont soumis. Alors vous allez me dire, le CCNE rend des avis sur des cas concrets, mais dont tout de même la normativité est beaucoup plus générale. Ici, ça va plutôt être, dans le cas ça va plutôt être des commissions, par exemple, des comités d'administration type CPP par exemple, ou comité d'éthique des CHU qui vont rendre des avis sur des cas très particuliers. Voilà, type comité plus opérationnel, comme les comités d'éthique en expérimentation animale. Et puis on a un autre type de comité qu'on va appeler des comités juridiction, qui eux n'interviennent pas a priori pour donner un avis sur un protocole de recherche par exemple, mais a posteriori lorsque l'on a identifié par exemple un manquement à l'intégrité scientifique. Voilà. Donc là par exemple c'est la délégation à l'intégrité scientifique de l'INSERM qui intervient sur des cas pour régler des situations problématiques a posteriori. Donc le comité d'éthique de la recherche et de la responsabilité sociale, comment se positionne-t-il par rapport à cette typologie? L'idée, ça serait de décloisonner aussi un petit peu cette typologie et de dire qu'un même comité peut à la fois avoir une dimension réflexive et opérationnelle, avec une forme de procédure, mais dans une dynamique également réflexive. Donc ça, c'est un petit peu le parti pris. L'originalité, c'est de mettre au sein du même comité une dimension réflexive, donc on va plutôt un comité chercheur, susciter la réflexion, le débat, mais avoir aussi une dimension opérationnelle. Donc ça serait un comité d'éthique comme espace de réflexivité et de normativité éthique de portée générale, mais aussi un comité d'éthique pour rendre des avis, alors là sur des choses très concrètes, et Humbert pourra en parler plus précisément, sur des choses qu'il faut que l'on anticipe, qui sont toutes les recherches non interventionnelles, qui vont être l'objet probablement des décrets d'application de la loi Jardé, c'est-à-dire toutes les recherches qui vont impliquer la personne humaine, SHS compris, voilà. Enquête d'anthropologie et de sociologie compris. Voilà. Donc l'idée, ça serait d'expérimenter finalement, comme c'est fait au sein du CERNI à Grenoble et à d'autres endroits en France, un comité d'éthique qui traite ces questions spécifiquement. Voilà. Ouais, okay. Voilà. Alors pourquoi penser, je l'ai un peu dit déjà, un comité d'éthique selon ces 2 perspectives pour éviter deux biais, éviter le biais d'une éthique trop confinée et générale, où finalement on parlerait de grandes questions mais sans jamais les rendre très concrètes, et inversement, éviter le biais d'une éthique trop embarquée, trop spécifique, qui ne traiterait que
des avis qu'on lui soumettrait et qui finalement ne pourrait pas élargir cette question à l'ensemble de la problématique de la recherche. Je pense par exemple, bien entendu, aux questions qui pourraient être soumises des enquêtes sociologiques, anthropologiques ou ethnologiques. Hein, si on devait rendre des avis là-dessus, il serait tout à fait improbable de rendre des avis là-dessus sans avoir une réflexion plus globale sur l'état de la recherche dans ces domaines-là, les questions éthiques plus générales. Ce premier axe, dans le rapport, je le détaille beaucoup plus avec des propositions d'organisation. Humbert pourra en parler puisqu'il a participé à la réflexion et il porte au sein de l'Université de Lyon ce projet, cette dynamique autour du comité. Le deuxième axe, ce serait d'avoir en éthique, et dans le domaine de l'éthique et de la responsabilité sociale, un centre de ressources et de formation. Alors ce mot, il faut le prendre pas comme un gros truc, en fait ça serait quelque chose de très simple. Ça serait d'une part peut-être un portail internet qui permettrait de valoriser toutes les initiatives dans ce domaine-là, les rendre visibles. Un portail qui permettrait aussi de mettre en ligne des ressources documentaires accessibles à tous sur la question de la responsabilité sociale, de l'éthique, dans toutes ses dimensions. Voilà, donc valoriser et mutualiser, rendre visible. Et puis le deuxième axe serait de créer des modules de formation, puisque c'était un des besoins qui a été identifié, qui est non satisfait actuellement, et notamment dans le domaine de la formation doctorale, où là je propose de créer 2 modules. Un qui me semble indispensable, qui serait un module obligatoire de 6 heures, pour tous les doctorants en première année de l'Université de Lyon. 6 heures, une introduction à l'éthique en recherche. Hein. C'est pas grand-chose, mais ça me semble le minimum que l'on puisse faire, que ça soit pas optionnel, mais que ça soit obligatoire, qu'ils aient au moins entendu parler de ces problématiques-là, et puis qu'ils aient peut-être envie d'approfondir ensuite. Et puis un deuxième module qui, lui, serait beaucoup plus, charnu en termes de contenu, que j'ai pensé sur une durée de 24 heures, enfin sur un volume horaire de 24 heures, et qui lui serait optionnel. Alors je détaille pour que vous compreniez un petit peu le premier module, hein, le module de formation doctorale. Donc ça c'est une proposition de maquette, mais qui est complètement à discuter, simplement pour montrer ce qui pourrait être fait. Je me suis bien sûr inspiré de ce qui se faisait ailleurs, hein, dans ces domaines-là. Voilà, donc ça serait un module obligatoire de 6 heures, hein, sous la forme d'un séminaire avec 4 séquences d'1 heure et demie, hein, pour faciliter les choses. Voilà, qui pourrait traiter de la question de l'intégrité en recherche, de la question de l'éthique de la recherche et de l'innovation de façon plus générale, de la question du respect très concret de l'intégrité scientifique, cette fois-ci voilà, par des cas, et puis de façon plus globale de la responsabilité sociale. Donc pour chacune de ces séquences, je détaille des possibilités de contenu. Et nous avons au niveau de l'Université de Lyon les compétences, bien entendu, au sein des établissements pour pouvoir mener à bien cette formation. Alors, un dispositif transversal qui me tient à cœur également, parce que sans ce dispositif, tout ça, à mon avis, n'aurait pas beaucoup de sens, que j'ai appelé des ateliers collaboratifs de sciences-société, prénommés les friches de l'éthique. Alors les friches de l'éthique, c'est pour dire qu'à un moment donné, l'éthique, faut la désinstitutionnaliser, il faut lui enlever son caractère trop formel, et l'éthique, il faut qu'elle gagne en profondeur, notamment par un questionnement qui n'avait pas forcément été anticipé par les spécialistes, les philosophes, les comités d'éthique. Et ce questionnement, il faudrait qu'il émerge de la société civile. Et donc, ce que je propose ici, c'est finalement de créer une sorte de comité éthique citoyen, mais qui serait en fait pas du tout des comités d'éthique classiques, qui seraient en fait des ateliers de recherche-action sur une année, autour d'un questionnement éthique à propos des sciences et des techniques, mais qui serait décidé par le groupe lui-même, qui ne serait pas imposé a priori. Ce qui pourrait simplement être discuté, c'est la thématique générale, peut-être sur une année, pour qu'il y ait une cohérence, vous le verrez, avec le comité d'éthique, lui, plus institutionnel. Avec 3 principes, donc pas de questionnement éthique imposé au départ, un principe d'expérimentation méthodologique, donc pas de méthodologie imposée, simplement un encadrement de la recherche-action, voilà, et un accompagnement à la réflexivité. Alors l'idée, hein, ça me semble
voilà, c'est des idées comme ça. L'idée, ce serait qu'il y ait un lien entre le comité d'éthique de la recherche et de la responsabilité sociale et ce comité d'éthique citoyen, pour montrer les deux dimensions finalement possibles de la réflexion éthique, et qu'il y ait une collaboration entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, il pourrait y avoir des interventions croisées de membres du comité dans l'autre. Il pourrait y avoir le partage d'avis. Par exemple, le comité d'éthique citoyen, ou qu'on pourrait appeler aussi l'atelier de recherche-action, qui prendrait la forme d'atelier de recherche-action, pourrait aussi émettre des avis et les soumettre au comité d'éthique de la recherche et engager une discussion. Il pourrait y avoir également un partage d'avis, c'est-à-dire que les deux comités travaillent finalement sur le même objet, puis qu'à la fin, il y ait un débat sur les conclusions respectives de la communauté universitaire d'un côté et de la société civile de l'autre. Voilà, pour montrer que l'éthique, c'est aussi une réflexion qui permet de réunir, de faire du lien entre sciences et société. D'où le sens que ce travail-là soit fait au sein du service sciences et société. Voilà, alors ça pourrait être valorisé et suivi par un système de blocs. Voilà, ça c'est des choses techniques, mais qui pourraient être intéressantes. Alors un deuxième dispositif transversal, aussi pour compléter le reste, qui lui serait plutôt à destination de la communauté universitaire, donc tout le personnel dans son ensemble, qui serait plus un outil de sensibilisation et de communication. Aujourd'hui, ces questions-là, elles n'infusent pas assez auprès des chercheurs, et donc il faut se donner les moyens que ça soit possible. Voilà, pour promouvoir une culture partagée autour de ces sujets-là, susciter le débat. Et donc là, il faut mettre en place des moyens plus classiques de communication, me semble-t-il, voilà, avec aussi des rendez-vous qui soient un peu des rendez-vous, des événements qui permettent de rassembler la communauté universitaire autour de ces questions. Voilà. J'en ai presque terminé. Donc voilà, l'idée de cette plateforme, ça serait de s'articuler autour de ces 4 dimensions avec voilà, des choses qui sont un peu différentes mais qui sont toutes en lien les unes avec les autres. En termes de perspective, puisque le débat il va être autour de ça maintenant, je crois qu'il faut éviter 2 écueils dans nos discussions et dans ce qui pourrait être fait de ce travail-là. Le premier, ce serait de construire une nouvelle structure qui se superposerait aux autres. Je pense que ça, personne ne le souhaite. On est plutôt aujourd'hui en train d'essayer d'en supprimer. Donc il faut faire en sorte que ce qui pourrait être mis en place réponde à des besoins très concrets et que ça ne soit pas trop lourd en termes de fonctionnement. Voilà. Ça me semble quelque chose d'indispensable. Et le deuxième écueil, c'est de considérer que ce qui existe, ça suffit. Parce que ça peut aussi être une réponse. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre quelque chose de trop ambitieux et quelque chose qui serait finalement lettre morte. Alors plusieurs scénarios sont envisageables pour la mise en place concrète de ça. Ça sera l'objet de la discussion, je ne vais pas aborder ça. Simplement, je souligne que rien ne se fera sans moyens et sans une volonté politique partagée à l'échelle communautaire. Ça c'est clair. Donc je crois qu'il faut que le message qu'il faut faire passer, c'est d'essayer d'inscrire finalement ces réflexions à la fois dans un contexte national et international, contexte qui nous amène dans ce sens-là. Voilà. On est dans le sens finalement, j'allais pas dire de l'histoire, mais il y a beaucoup d'incitations et de choses qui se mettent en place au niveau national et international qui nous dit qu'on est finalement dans la bonne voie. Il faut aller vers plus d'éthique et plus de responsabilité sociale. Voilà. Et donc tout l'intérêt ici, c'est de prendre conscience de ça et de l'anticiper. On ne peut pas développer la recherche scientifique et technologique indéfiniment sans se poser des vraies questions d'éthique et de responsabilité. Et pas simplement se les poser, mais mettre en place des lieux et des structures qui permettent de les concrétiser. Donc la deuxième, à mon avis, le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est considérer que l'éthique de la recherche, dans toutes ses dimensions, et la responsabilité sociale des universités, doit être au cœur des visions, missions, et là la discussion elle est peut-être là, de l'université, de demain. Et je pense que moi, ça doit plutôt être au cœur de la vision de l'université plutôt qu'une mission parmi d'autres. C'est-à-dire que ça doit être compris, et c'est le troisième message, ça doit être compris comme une politique structurante
et non pas peut-être une chose parmi d'autres à qui on donnerait un peu des moyens, mais véritablement le cœur d'une politique d'enseignement et de recherche pour l'avenir. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre attention. Bonjour. Alors, je ne suis pas du milieu universitaire, mais du milieu de l'entreprise. En fait, j'appartiens à un établissement public parisien. Et ce qui m'a interpellée, c'est effectivement sur la responsabilité sociale de l'université. Nous, les établissements publics, on est confrontés à la responsabilité sociale d'entreprise et sur lesquels on doit faire des rapports maintenant annuels. Donc, on a une incitation. Est-ce que votre réflexion, justement, que vous faites sur l'université pourrait être transposable à l'entreprise? Et du coup, quand vous proposez un portail d'échange et donc ouvert à tous, est-ce que vous l'ouvrez au-delà des murs de l'université? Dans le rapport, vous pourrez lire que je mets justement en miroir le concept de RSO, responsabilité sociale des organisations, et celui de RSU. Parce que bon, c'est évidemment une racine commune. Hein, et voilà. À ce propos, je vous incite à lire le livre de François Vallée qui s'appelle « Pour une vraie responsabilité sociale », qui montre comment le concept de RSO a été dévoyé dans ses intentions initiales pour devenir, en fait, avec la norme, qui est une norme ISO aujourd'hui, devenir finalement une entreprise très bureaucratique, en fait, de gestion de l'existant. Voilà. Même s'il y a des choses qui ont été faites qui sont intéressantes, la RSO n'a plus cette dimension prospective qui est finalement au cœur du concept de responsabilité sociale. Et François Vallée dit la chose suivante, il dit « Il ne peut y avoir de responsabilité sociale sans réflexion sur les finalités de cette responsabilité ». Voilà. Et je crois que ce qui manque au concept de RSO aujourd'hui, c'est ça, c'est quelle est la finalité. Et cette finalité, c'est quelque chose qui ne peut se discuter que dans un cadre éthique, puisque l'éthique précisément travaille sur les valeurs et les finalités. Et donc, il faut qu'on discute collectivement sur quelles sont les valeurs et les finalités de la recherche, de la science, de la technique, de la formation de nos étudiants, et que cette discussion-là s'inscrit dans une responsabilité sociale, c'est-à-dire collective et prospective. Voilà. Donc il y a une racine commune, mais il y a une forme finalement, je trouve, d'originalité en tout cas, du concept de RSU que l'on n'a plus dans celui de RSO. Et c'est aussi une vigilance qu'il faut qu'on ait, à ne pas réduire la RSU à la RSO, parce que ce serait finalement simplement s'adapter à ce qui existe déjà, et on n'a pas besoin d'un nouveau concept pour ça. Voilà. Et l'éthique, dans ce cadre-là, est inexistante.